Donc merci à tous d'être présents et bienvenue à cette conférence de presse qui s'intitule Adivalor trace sa route vers le 100% recyclé. Donc on est ce matin en présence de Christophe Grison, le président d'Adivalor, et Pierre Delépinaud, le directeur général. On vous accueille pour ce point presse d'1 heure. Donc il y aura 30 minutes de prise de parole et 30 minutes de questions-réponses. Merci Caroline, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'ouvrir cette matinée. Vous remercier d'abord d'être venus nombreux pour écouter notre association Adivalor. Donc voilà, je vais me présenter. Moi, je suis Christophe Grison, je suis agriculteur depuis déjà une trentaine d'années. Et puis, je suis à la base céréalier, producteur de blé, orge, colza, un petit peu de betterave sucrière. Et on s'est lancé dans une diversification maraîchage depuis 5 ans. Et donc, on produit des légumes qu'on vend en circuit court avec un magasin à la ferme et un distributeur automatique qui est accessible 24 heures sur 24. Donc, je connais un petit peu le monde coopératif puisque je préside la coopérative Val France depuis 2012 donc, nous avons 1400 agriculteurs. Et donc, j'ai repris la présidence d'Adivalor après l'été 2020. Donc, merci à tous d'être venus ce matin. Je suis fier et optimiste avant de commencer cette réunion parce qu'on sort d'une année 2020 effectivement très, très compliquée. Mais néanmoins, on peut se féliciter parce que le monde agricole a su faire preuve de résilience. La chaîne logistique a tenu. Nous n'avons pas eu de problème d'approvisionnement, les gens ont pu manger correctement. Alors certes, il y a une crise sanitaire, mais néanmoins, la chaîne agricole, dans son ensemble, a tenu. Et donc, je tiens à féliciter l'ensemble de toute la filière. Oui. Mais je n'oublie pas non plus que l'année 2020 a été complexe par certains domaines agricoles. Par exemple, la viticulture, bien sûr, puisque il n'y avait pas d'événements festifs, donc peu de sorties dans tout ce qui est vin, champagne. Nous avons aussi, ne l'oublions pas, eu les aléas climatiques une deuxième fois, puisqu'en 2016, on a fait une très mauvaise moisson, et 2020, rebelote, de nouveau une très mauvaise moisson pour les céréaliers, avec des rendements assez faibles. Donc voilà, mais le mode agricole a tenu, et c'est bien ça l'important. Alors je suis fier des avancées réalisées néanmoins par notre filière Adivalor, mais ça c'est grâce à l'implication de tous, que ce soit aussi bien les agriculteurs, les coopératives, les négociants, les industriels et l'ensemble de toute la maille du recyclage. Voilà, donc nous travaillons ensemble depuis 20 ans et nous avons vraiment pu prouver en 2020 que l'ensemble est vraiment résilient et performant. Et enfin, je suis optimiste, pour ne pas être trop long dans mon introduction, car effectivement, nous avons une belle feuille de route qui est tracée entre 2021 et 2023, puisque nous avons signé la prorogation de notre accord cadre avec la ministre Barbara Pompili le 15 janvier 2021. Donc voilà, je ne serai pas plus long pour mon propos introductif. Je vous propose le slide d'après pour vous montrer le programme de la matinée. Si on peut juste nous afficher le programme. Voilà, donc on va refaire une présentation d'Adivalor par Pierre, un bilan de la collecte de l'année passée et nous allons vous expliquer notre feuille de route. Et bien sûr, il y aura un temps d'échange après. Nous sommes à votre disposition. C'est parti, Pierre. Merci, Christophe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Donc, Pierre Delépinaud, je suis le directeur d'Adivalor depuis sa création en 2001. Et donc, je vais prendre maintenant la main sur cette présentation. D'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, faire un rappel très rapide des données clés concernant Adivalor, qui fait quoi, comment fonctionne notre écosystème. Et ce que je vous propose pour commencer et pour faire court, c'est de partager une vidéo qui va vous permettre déjà de visualiser, pour ceux qui ne sont pas habitués à notre activité, voilà, d'en avoir un aperçu. Depuis la création d'Adivalor en 2001, 300 000 agriculteurs, 1300 distributeurs, 350 industriels ont organisé, ensemble, la collecte et la valorisation des déchets d'agrofourniture sur plus de 7000 sites répartis sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, Adivalor organise la collecte des plastiques usagés, films, ficelles, filets balles rondes, filets paragrèles et gaines souples d'irrigation, les emballages usagés des semences,
des engrais, les emballages usagés issus de l'emploi des produits phytopharmaceutiques, des produits d'hygiène et des produits œnologiques. Adivalor organise la récupération, le tri et le traitement de plus de 76 000 tonnes d'emballages et de plastique usagés. Près de 90% des emballages et plastiques collectés sont recyclés pour fabriquer des sacs poubelles, des éléments de construction, des tubes ou des canalisations, des raccords en plastique, du mobilier urbain ou couches de protection pour cloisons. Les déchets dangereux, comme les produits phytopharmaceutiques non utilisables et les équipements de protection individuelle usagés, sont éliminés dans des installations spécialisées. Grâce à l'engagement volontaire des professionnels de l'agrofourniture dans le réseau Adivalor, la ferme France est aujourd'hui exemplaire dans la gestion de ses déchets. C'est la preuve concrète qu'ensemble, nous pouvons produire mieux, respecter l'environnement et économiser nos ressources. Voilà, donc nous reprenons. Je pense que cette vidéo vous a permis de comprendre hein, le fonctionnement, en tout cas les grandes étapes hein, d'un emballage, d'un plastique après sa collecte. Cette diapositive pour vous rappeler que notre système ne s'est pas fait en un jour hein, et ce graphique montre bien que nous avons progressivement étendu notre champ d'intervention. La première étape a été de collecter, comme ça a été dit dans la vidéo, les emballages et déchets phytopharmaceutiques, et puis nous avons étendu progressivement sur les autres catégories d'emballages, les plastiques usagés à partir de 2009, et nous continuons chaque année, j'en parlerai tout à l'heure, à étendre ce champ, mais on peut considérer aujourd'hui que nous couvrons plus de 90% des emballages, plastiques et déchets de l'agrofourniture à collecter au niveau des exploitations. Alors, quelques chiffres clés. Quelles sont les quantités à collecter? On estime aujourd'hui qu'il y a environ 116 000 tonnes d'emballages et plastiques usagés à collecter. Ce sont des quantités donc, qui sont assez limitées, hein, assez faibles au regard des enjeux de la gestion des déchets en France, hein, qui se chiffrent en dizaines de millions de tonnes. Néanmoins, le besoin s'était fait ressentir de mettre en place un système spécifique qui permette de résoudre et d'apporter des solutions aux agriculteurs. Donc, le chiffre clé pour 2020, c'est 85 000 tonnes d'emballages et plastiques collectés avec une progression de 5 000 tonnes. Des taux de collecte qui varient selon l'ancienneté du programme. Hein, nous avons un certain nombre de programmes et donc on a une fourchette de 35 à 95%. Avec une moyenne à 72%. Comme ça l'a été dit dans la vidéo, près de 90% des emballages et plastiques collectés sont recyclés, avec une exception qui sont les films de paillage, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, qui étaient des plastiques qui étaient recyclés dans le passé et pour lesquels nous n'avons plus de capacité disponible depuis maintenant 3 ans. Et puis un volet déchets dangereux avec les produits phytopharmaceutiques non utilisables et les équipements de protection. Nous avons été les premiers à mettre en place un programme de collecte des équipements de protection usagés. Alors, on en entend bien sûr beaucoup parler pour les masques actuellement. Hein, il y a pas mal d'opérations pilotes. Notre système, nous, est déjà opérationnel depuis presque 3 ans. Un rappel également que derrière ces chiffres, il y a des enjeux logistiques très forts, hein, puisque c'est environ 1,1 million de mètres cubes qui sont transportés chaque année. Et ça représente un volume de 38 000 demandes d'enlèvement puisque nous allons collecter au plus près du terrain, au plus près des territoires.
Alors, également dans les éléments, dans les informations clés, un rapide survol de ce qu'est notre compte de résultat, comment est financé Adivalor. Vous le voyez sur ce graphique à gauche, en fait, pour plus de 70%, nos ressources financières proviennent des éco-contributions qui sont acquittées par les metteurs en marché et qui sont gérées par nos actionnaires financeurs qui représentent les différents secteurs de production que sont l'industrie de la protection des plantes, l'industrie des engrais, l'industrie des plastiques, l'industrie semencière et l'industrie de l'hygiène et de la détergence. Nous avons l'autre principal poste de produit, ce sont les recettes liées à la vente de déchets recyclables. Ce sont des montants qui, on va le voir tout à l'heure, ont fortement baissé ces 3 dernières années, qui représentaient en 2020, qui représenteront environ 18%. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, c'était presque 30% de nos recettes. Pour ce qui est des charges, l'essentiel des charges, ce sont des charges liées à la collecte, au transport de ramassage, au traitement. Alors on met dans le traitement notamment tout ce qui peut être mis en balle, du stockage, on en parlera également, et puis le traitement final quand on doit payer. Alors il y a des plastiques recyclables pour lesquels on a une contre-valeur, mais pour d'autres pour lesquels il faut payer. Et puis bien sûr, il faut payer pour l'élimination des déchets dangereux. Voilà. Et puis pour le reste, un poste communication et études et recherches, puisque dans nos missions également sont inclus la sensibilisation des parties prenantes et la recherche, la mise au point de solutions plus performantes pour la collecte ou pour le recyclage des déchets. Voilà ce que je voulais dire en rappel très, très rapidement. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de regarder ensemble et vous les avez en avant-première, les premiers chiffres et les premiers faits marquants de l'année 2020 concernant la collecte et le recyclage. Comme l'a indiqué tout à l'heure Christophe, l'année 2020, donc, qui a été globalement, je crois qu'on en sera tous d'accord, une annus horribilis, a été une année particulièrement difficile pour la Ferme France, hein, qui a vécu une année climatique compliquée, qui a vu des marchés d'aval bouleversés par la crise sanitaire, hein, avec des marchés assez porteurs sur le frais, mais l'essentiel de l'agriculture, c'est de l'agroalimentaire, c'est de la transformation. Et là, ça a été très compliqué, notamment pour la restauration hors foyer. L'autre fait marquant, c'est qu'on a une persistance de la crise du recyclage. Pour ceux qui étaient présents à notre dernière conférence de presse au Salon de l'Agriculture l'année dernière, on avait développé sur ce point. Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais le recyclage est en crise maintenant depuis 3 ans, avec un événement déclencheur qui a été l'arrêt d'importation de déchets recyclables par la Chine, qui était la recyclerie de la planète, et qui a provoqué un retour en masse de quantités très importantes de déchets recyclables, et j'insiste sur le terme recyclable, hein, c'était les meilleurs déchets qui partaient en Chine, alors qui reviennent en Europe, mais avec un problème, c'est qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. La conséquence, c'est qu'on a eu un effondrement de la chaîne de valeur, et puis on manque de capacité, donc un engorgement des filières de recyclage. Ça, c'est ce que nous vivons depuis maintenant 3 ans, et le choc s'est amplifié avec l'arrivée de la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet 2 secteurs d'activité très consommateurs de matières plastiques recyclées notamment, et nous sommes surtout intéressés par la question du plastique, mais sachez qu'il y a également une crise sur le papier qui a impacté 2 secteurs d'activité très consommateurs de matières plastiques recyclées, que sont l'automobile, qui est toujours en crise, et le bâtiment. Alors, sur la crise du bâtiment, j'ai écouté encore un spécialiste ce matin, la crise a duré 3 mois, hein, tous les chantiers sont arrêtés pendant 1 mois et ça a repris plus ou moins rapidement, mais il est clair que l'année n'a pas été pleine et donc baisse de la demande, ce qui fait qu'un certain nombre d'unités de recyclage ont dû s'arrêter hein, en mai ou en juin, faute de demande. Les choses reprennent lentement, mais avec toujours beaucoup d'incertitudes pour cette année 2021. Dans ce contexte-là, notre écosystème s'est montré résilient. Il a su s'adapter et il a su résister à ce contexte très défavorable. Alors cette résilience,
Elle s'est d'abord manifestée sur le plan opérationnel. On a été, et je tiens à souligner l'engagement notamment des coopératives et négociants agricoles, hein, qui jouent le rôle d'organismes collecteurs. On a adapté très rapidement les procédures de collecte, des protocoles de sécurité, hein, pour l'acceptation des déchets, et puis également, tenant compte que, notamment du fait de la très forte saisonnalité de notre activité, hein, nous avons beaucoup de collectes en mai-juin. Il a été nécessaire souvent de replanifier les collectes de mai à l'automne. Nous avons demandé aux agriculteurs de stocker sur leur exploitation. Donc, nous avons publié un certain nombre de documents diffusés, des préconisations à destination des agriculteurs pour les aider à organiser leur stockage en attendant des collectes qui, dans certains cas, ont pu être reportées. Et derrière ça, il a fallu réorganiser notre logistique. Et vous voyez sur ce graphique les volumes d'emballage et plastique collectés mois par mois. Donc vous voyez déjà ce graphique qui illustre très bien la très forte saisonnalité, hein, de notre activité, hein, contrairement à d'autres secteurs, et notamment à la collecte des ordures ménagères, hein, qui est relativement lissée sur l'année. Nous avons un très fort pic d'activité en mai-juin, lié à l'utilisation des intrants que sont les engrais, les produits phytopharmaceutiques, les ficelles, filets, différents plastiques, hein, qui s'utilisent beaucoup au printemps. Et donc vous voyez que sur les mois d'avril, mai, un peu moins en juin, on a eu une très forte baisse d'activité, hein, ça c'est la traduction de report de collecte à l'automne. Et nous étions à la rentrée relativement inquiets, hein, sur le fait de savoir si ou pas la totalité de ce qui était en stock au niveau des exploitations. Et en fait, la satisfaction est grande parce que non seulement on a tout récupéré, mais on en a fait plus. Hein, et on a eu des collectes records sur le dernier trimestre de l'année. Je dirais que carton plein. Toutes les collectes qui avaient été reportées ont été réalisées en septembre, octobre, novembre ou décembre, et nous a permis de terminer l'année avec une progression significative. Donc résilience opérationnelle, mais également résilience économique. Il faut bien comprendre que dans un contexte comme celui que j'ai décrit, on a dû faire face à une très forte augmentation des coûts, notamment des coûts logistiques, puisqu'il nous a fallu aménager des zones de stockage en attendant que des capacités de recyclage se libèrent. Sachez que fin décembre, nous avions environ 20 000 tonnes d'emballage et plastique en attente de créneaux de livraison sur les unités de recyclage. Bon, là, actuellement, la situation s'améliore ces dernières semaines, mais enfin, on a quand même des stocks importants. Et il a fallu donc organiser des zones de stockage, des transferts de l'eau sur ces plateformes, ce qui représente des coûts additionnels très importants. Rajouter à ça la baisse de recettes de valorisation, hein, qui pour nous était indicateur également, qui nous permettait d'optimiser nos prix de revient. Mais vous avez le résultat sur ce petit graphique, sur deux flux qui sont importants pour nous, à savoir les big bags, hein, qui sont des grands récipients vrac souples, utilisés pour le conditionnement des engrais notamment, mais également des semences. Nous avons en 3 ans dû faire face à une augmentation de nos coûts de 180%, je dis bien 180%, et sur les films plastiques, notamment d'élevage, une augmentation de nos coûts de 137%. Donc évidemment, il a fallu faire face, et avec l'ensemble de nos actionnaires qui sont en charge de la collecte de l'éco-contribution, nous avons engagé des trajectoires d'augmentation très fortes des éco-contributions pour pouvoir maintenir les équilibres financiers. Et à titre d'exemple, donc l'augmentation de l'éco-contribution sur les big bags a augmenté de 100% en 3 ans, et celle sur les plastiques de 60%. Alors ce sont des évolutions qui sont considérables, qu'il a fallu expliquer, mais qui aujourd'hui sont effectives. Alors vous allez me faire remarquer qu'entre 100% et 180% pour les big bags, ou 60% et 137% pour les films plastiques, il y a un écart. Ben oui, il y a un écart parce que, en complément de ça, toujours pour compenser ces augmentations de coûts, nous avons baissé les soutiens financiers aux opérateurs. Et là aussi, je voudrais rendre hommage à nos partenaires coopératifs et négociants qui ont accepté
de voir leur soutien financier baisser compte tenu de ces circonstances exceptionnelles. Voilà, donc notre filière, notre écosystème a su faire face, et a su faire face parce qu'il s'est montré en fait solidaire. Hein. Il a fallu réorganiser le système logistique, revoir la gouvernance économique, augmenter les éco-contributions, réduire les soutiens. Voilà, c'est tout ça qui a été fait en l'espace alors, essentiellement l'année dernière et fin 2019, et qui nous permet aujourd'hui d'être sereins, terminer cette année 2020 serein et envisager l'avenir avec un relatif optimisme. On a parlé de résilience, on peut également souligner la performance. Donc, comme vous l'avez vu dans l'introduction, les quantités collectées ont continué à augmenter, et ce, sur tous les programmes. Dans un contexte de baisse ou de stabilité des utilisations d'intrants. C'est l'augmentation de ces quantités, elle n'est pas liée à une augmentation des utilisations. La plupart si on parle engrais, si on parle produits phytopharmaceutiques, semences, on est plutôt sur des tendances baissières. Un peu plus stable concernant les plastiques, notamment dans l'élevage, mais également dans le maraîchage. Mais en aucun cas, on a d'augmentation. Hein. On est sur des marchés à maturité. Donc cette augmentation, elle traduit bien une augmentation du taux de collecte sur tous les programmes. Et pour nous, donc, c'est bien la traduction qu'aujourd'hui, les acteurs sont engagés et s'engagent de plus en plus, malgré un environnement très chaotique. Hein, et malgré cette fichue crise sanitaire. Et pour ce qui est du recyclage, dans le contexte très difficile que j'ai décrit précédemment, nous sommes parvenus à préserver notre performance de recyclage en organisant donc des plans de stockage, hein, là où les capacités disponibles n'étaient pas suffisantes, en continuant à diversifier nos débouchés. On a engagé des collaborations avec de nouveaux recycleurs en Europe. Je rappelle que nous n'avons pas depuis de nombreuses années, nous avions fait le choix de ne pas exporter hors Europe. Et puis également en engageant des politiques de contractualisation qui permettent de mutualiser les risques avec les recycleurs qui eux-mêmes sont face à des baisses de prix de vente très importantes. Voilà, donc on a su faire face, on a su préserver la performance. Mais cette année a montré quand même la nécessité de renforcer la résilience et on a donc engagé pour l'avenir, et on va maintenant passer, je crois, à la feuille de route pour les années qui viennent, un certain nombre d'actions. Alors, on l'avait évoqué lors de notre précédente conférence de presse début 2020, hein, l'orientation qui est voulue par nos actionnaire, hein, c'est de viser le 100% recyclé. On n'y est pas encore, mais il nous semble possible d'avoir cette ambition à un horizon 2030, compte tenu des caractéristiques des emballages de plastique utilisés en agriculture et compte tenu des actions qui sont engagées. Alors pour arriver à 100% recyclé, il faut d'abord atteindre le 100% collecté. Et nous avons encore sur certains programmes et dans certains territoires des marges de progrès. Je mentionnerai notamment pour les emballages toute la moitié sud de la France, hein, où on a encore, notamment dans la filière Viti, on peut faire mieux. Et puis sur les plastiques, on a encore une marge de progression importante dans le nord-ouest, notamment Bretagne, Normandie, qui sont des régions d'élevage et où on a encore des taux de collecte en plastique, film plastique, ficelle, filet, qui peuvent être améliorés. Donc ça, c'est le premier volet, le premier pilier de nos actions pour améliorer la performance. Le deuxième axe, c'est la consolidation et le développement de filières de recyclage. Alors là, il y a vraiment deux volets. Il y a d'une part le fait que nous finalisons la mise au point de lignes de recyclage pour des plastiques qui aujourd'hui ne sont plus ou pas recyclés. Alors je mentionnerai notamment le cas des films de paillage. Les films de paillage, ce sont ces films qui sont utilisés en maraîchage et appliqués sur le sol et qui ont une caractéristique qui rend le recyclage difficile et coûteux, c'est qu'ils sont très souillés. Donc là-dessus, nous avons lancé il y a fin 2018 un appel à projet intitulé CleanFlex
qui devrait déboucher par la création d'une unité fin 2021, début de 2022, et qui nous permettra de revenir d'ici 2023 au 100% recyclé pour cette catégorie de plastique. Le deuxième projet, où nous n'avions pas un taux de recyclage très faible, ça concernait les filets ballerons qui sont utilisés pour le conditionnement des fourrages et pour lesquels, là aussi, nous soutenons un projet qui sera une première mondiale, qui permettra de recycler ces plastiques. Et là, on est vraiment sur un dossier très innovant sur le plan technique qui devrait, là aussi, démarrer fin 2021, début 2022. Donc, avec ces deux projets, nous allons remplir, j'allais dire combler les trous dans la raquette, hein, et nous aurons des solutions de recyclage pour tous les emballages et plastiques qui sont collectés. Le deuxième volet, ça va être de consolider ces filières de recyclage et notamment de retrouver, de relocaliser des unités de recyclage en France. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui, comme dans d'autres secteurs, on a pas mal délocalisé, on a beaucoup de pays européens qui sont plus avancés que nous. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. Je pense à l'Espagne, je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne. Et donc, il y a vraiment une volonté pour conserver une certaine... souveraineté, de relocaliser des outils de recyclage en France, et le plan de relance qui a été annoncé fin de l'année dernière par l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé en décembre pour la création d'une nouvelle unité de recyclage dédiée aux films étirables utilisés en agriculture. Si vous mettez tous ces projets bout à bout, c'est plus de 30 000 tonnes de capacité de recyclage supplémentaire qui devraient être mise en place dans les 3 ans en France. Hein, donc ce sont quand même des enjeux très lourds et par des approches contractuelles. Donc nous soutenons des entreprises qui portent ces projets en France. Oui, j'évoquais donc le plan de relance, hein, en réponse à la question. Je crois que j'ai été coupé à ce moment-là. Donc j'indiquais que le plan de relance qui a été présenté fin 2020 comporte un volet important économie circulaire et soutien et consolidation des filières de recyclage. Donc on a là, au travers également des outils proposés dans le cadre du plan de relance, des leviers puissants qui vont nous permettre de faciliter des investissements lourds. Hein. Je rappelle qu'une unité de recyclage, c'est un investissement lourd. C'est 3 à 5 millions d'euros rien que pour le matériel, plus les installations. Donc, on est vraiment dans de l'industrie lourde. On n'est pas sur de la start-up de service, pour faire court. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les deux piliers de notre plan d'action pour les années qui viennent. Je rajouterai également, bien entendu, le volet prévention. Hein, la meilleure façon de gérer un déchet, c'est de ne pas en avoir. Et notamment, prévention par une amélioration des techniques de préparation au niveau des exploitations. Je mentionnais tout à l'heure le cas des films de paillage. Sachez qu'il y a, avec le comité des plastiques en agriculture, nous avons développé une nouvelle génération de matériel qui permet de réduire considérablement le taux de contamination de ces films posés sur le sol lors de leur dépose. Voilà, donc j'étais en train de parler du plan de relance et de prévention également. Prévention, donc, notamment dans le sens d'une réduction. La meilleure façon de gérer les déchets, c'est de ne pas en avoir. Nous travaillons également, et on va en parler dans les engagements pris dans le cadre de la prolongation de l'accord cadre avec le ministère, de l'éco-conception. On a engagé un gros travail avec les différents industriels partenaires sur l'éco-conception des emballages des plastiques pour en améliorer la recyclabilité, mais également
inciter à l'incorporation de matières plastiques recyclées. Et puis, nous avons ouvert un chantier sur l'écomodulation qui nous paraît être un levier très puissant pour inciter à plus de circularité dans notre système. Enfin, dernier volet, la réutilisation et le réemploi, qui peuvent faire sens, notamment sur les gros emballages. Nous avons déjà du réemploi et en cohérence avec les orientations voulues par les politiques publiques, nous allons développer ce volet réutilisation et réemploi. Alors, ces orientations, elles ont été consolidées par le soutien que nous avons de la part des pouvoirs publics. Alors, je rappelle que tout début 2020, le caractère spécifique de la filière de gestion des déchets de l'agrofourniture a été inscrit dans le Code de l'environnement. En clair, la filière française de gestion des déchets d'agrofourniture donc est reconnue comme évoluant sans système d'agrément, comme ça peut être le cas pour la plupart aujourd'hui des filières de gestion de déchets réglementées. Les ministres, le gouvernement constatant que notre système était extrêmement performant et qu'il n'y avait donc pas lieu de complexifier son accompagnement. Ça a été pour nous quelque chose de très important qui a permis de faire reconnaître à la fois la performance de notre système et également son caractère très spécifique quant à son organisation. Le deuxième fait marquant est intervenu donc en tout début d'année, mais en fait c'est conclu fin d'année dernière, c'est la prolongation de l'accord cadre, la prorogation de l'accord cadre, qui s'est conclue par une signature le 15 janvier 2021 avec Barbara Pompili, et qui complète l'accord cadre existant pour la période 2021-2023. Je rappelle que nous avions un accord qui courait jusqu'alors pour la période 2016-2020. Que contient cet avenant à l'accord cadre? Trois points essentiellement. D'une part, un engagement de mise en place d'une écomodulation d'ici 2023. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous souscrivons pleinement aux orientations voulues par les politiques publiques qui considèrent que l'écomodulation peut être un outil puissant pour inciter les industriels à améliorer l'éco-conception de leurs produits, mais également à introduire dans leurs critères la notion de circularité qui passe par l'utilisation de matières plastiques recyclées. Le deuxième volet, ce sont des engagements pris là aussi d'ici 2023 pour la mise en place de 3 unités de recyclage sur le territoire. L'une pour les films plastiques que j'évoquais tout à l'heure, paillage, l'autre pour les grands récipients en vrac souple et la troisième pour les filets. Plus de 30 000 tonnes de capacité, c'est ce que j'ai indiqué. Et puis le troisième engagement pris, c'est l'expérimentation de solutions de réemploi et de substitution, avec pour objectif la mise en place d'un indicateur de suivi qui permettra de mesurer l'importance de ce réemploi et la potentialité de substitution, notamment pour les emballages et produits plastiques, substitution par des solutions utilisant d'autres matériaux. Voilà ce que je voulais très rapidement exposer. Je redonne la parole à Christophe, en m'excusant donc des perturbations techniques qui, a priori et fort heureusement, ne nous ont touché, nous, qu'à Lyon. Merci Pierre. Effectivement, je te confirme qu'on t'entendait très bien. On n'avait pas de problème, nous. Donc, écoutez, petit mot de conclusion avant de vous laisser la parole. Donc, vous avez vu qu'après 20 ans d'existence, eh bien, écoutez, notre filière a vraiment su faire preuve de résilience et de performance. Notre statut est spécifique, mais néanmoins, nous, on a été pionniers. On reste proactif, mobilisé pour relever des nouveaux défis. Et comme disait l'ancien président Rémi Aquin, eh bien, on aime chez Adivalor à faire savoir notre savoir-faire. Nous avons de nouveaux projets, comme vous l'a présenté Pierre, de relocalisation industrielle. Encore une fois, je félicite les agriculteurs, les coopératives, les négociants, les industriels qui ont tous été solidaires et volontaires pendant cette crise. D'ailleurs, comme l'a rappelé Pierre, 38 000 demandes d'enlèvement, 1,1 million de tonnes transportées. Donc bravo à tous. Et enfin, pour vous dire qu'on est très fiers cette année, puisque c'est l'anniversaire d'Adivalor, 20 ans d'existence. Mais effectivement, la crise sanitaire nous empêche de faire un bel événement.
comme nous l'avions prévu. Et donc, on vous propose de reporter ça l'année prochaine pour vous nous retrouver au Salon de l'Agriculture pour un événement où on fêtera l'anniversaire, j'ai envie de dire, dignement d'Adivalor. Et voilà. Donc, j'en resterai là pour ma conclusion, pour laisser un petit peu de place à nos échanges. Et nous sommes tout à fait disponibles à répondre à vos questions. Encore une fois, merci encore à tous d'être présents.